Dites, vous la connaissez vous, l'histoire de la nana qui décide de tourner sa première vidéo un jour où le soleil a décidé de jamais se lever? Bienvenue sur ma chaîne. Salut et bienvenue sur cette première vidéo. Voilà, après m'être pris la tête pendant quelques mois, voire quelques années, j'ai décidé de me lancer. Donc bienvenue sur cette chaîne, j'espère que vous vous y plairez. Ici on parlera principalement lecture, peut-être série, peut-être film, peut-être d'autres choses en fonction de mes envies. En tout cas, pour commencer, on parlera livres, surtout, principalement. Moi je suis plus adeptée des romans, mais je ferme la porte à rien, je lis aussi pas mal de graphiques. Donc pour cette première vidéo, j'ai décidé de vous parler de mon bilan lecture du mois de l'imaginaire, puisqu'on est fin octobre, début novembre en fonction de quand est-ce que je pourrais poster la vidéo. Et du coup, le mois de l'imaginaire est fini, et je vais vous parler des lectures que j'ai fait pendant le mois. Donc, le premier roman que je vous présente pour ce bilan du mois de l'imaginaire, c'est S'accrocher aux étoiles de Cathy Kahn aux éditions Super 8. Pour info, il est sorti en poche, voilà, pour ceux que ça intéresserait. Le résumé, donc, on a Max et Caris qui sont donc coincés, ou en tout cas coincés, je sais pas si c'est le bon terme d'ailleurs, mais ils sont, bref, ils flottent dans l'espace, sans vaisseau, sans rien, ils sont attachés l'un à l'autre et ils ont plus que 90 minutes d'oxygène. Voilà, et bref, ils ont plus que 90 minutes à vivre. Donc ça c'est le pitch de base, on part là-dessus, on comprend que... Voilà, parce que c'est dit dans le résumé en fait que c'est... voilà, on nous le présente, je vais clairement vous le dire, love story grandiose aux accents de Gravity, à égale distance de La La Land et d'Interstellar. Une fable envoûtante et unique. Alors pour être tout à fait honnête avec vous, je n'ai vu ni La La Land, ni Interstellar, ni Gravity. Donc je serais bien en peine de vous dire si la quatrième de couve dit la vérité. En tout cas c'est une histoire assez sympathique. J'ai bien apprécié ma lecture. Parce qu'en fait, on n'a pas uniquement que les 90 minutes de survie de Caris et Max. C'est-à-dire qu'on comprend très vite qu'ils se connaissent depuis longtemps, mais on ne sait pas ce qu'ils font dans l'espace en fait. Et donc on a des chapitres alternés où on a un bout où ils sont dans l'espace tous les deux, où on comprend qu'il y a des... où ils ont des choses à régler, tous les deux. Et en parallèle, on a on a des flashbacks entre guillemets de leur rencontre, et ce qui nous donne également une description de l'univers dans lequel, je veux dire sur Terre, comment ça se passe à ce moment-là. Parce qu'on est sur un univers donc futuriste, et je ne sais pas si ça doit se présenter comme une dystopie ou comme une utopie. Donc je suis un peu embêtée. Voilà, même avec la fin de ma lecture, je sais toujours pas où placer mon... Enfin, je veux dire, même une fois avoir terminé le roman, je ne sais pas où me placer. Bref, on est dans un monde donc futuriste où la société comme nous on la connaît a explosé, ça ne fonctionnait plus. Et il y a une nouvelle société, voilà, les gens ont mis en place une nouvelle société, qui s'appelle d'ailleurs... Petit lexique au début. Qui s'appelle Europia. Voilà, c'est un mix entre Europe et Utopia. C'était une lecture intéressante. Je dois vous avouer que l'histoire d'amour m'a pas forcément emballé plus que ça. Ce que moi j'ai trouvé très intéressant, c'est justement la conception du monde comme il est présenté, sachant qu'on a aussi des points de vue alternés entre... parfois on a le point de vue de Caris et parfois on a le point de vue Max. Ce qui rend la chose intéressante puisqu'ils n'ont pas forcément la même vision du monde dans lequel ils vivent eux non plus. Donc on a un champ de vision qui est assez large. Le problème c'est que c'est du coup très court. Et c'est un peu la seule chose que je reprocherais à ce roman, c'est qu'en fait je voulais en savoir plus sur l'univers en lui-même. L'histoire d'amour m'a très peu transportée, je dois vous l'avouer. Elle n'est pas inintéressante, mais elle n'est pas non plus... Enfin voilà, c'est une histoire d'amour.
Elle est intéressante dans le contexte de leur nouveau monde, entre guillemets, mais au-delà de ça, c'est pas non plus... Enfin, j'ai pas... Bref, moi, j'ai pas ressenti l'extase amoureux. Mais le message qu'a voulu faire passer Katikan est à mon sens, assez intéressant et assez... j'ai pas visionnaire, mais... Elle n'est pas non plus à 3000 lieues de la réalité et de ce qui pourrait potentiellement arriver aussi à notre société. Voilà, je suis contente de l'avoir lu, c'est pas une mauvaise lecture. Donc je vous recommande, si l'espace ne vous angoisse pas, quoique même moi j'ai un problème avec ça, c'est-à-dire que les choses qui se passent dans l'espace vraiment pur et dur comme ça m'angoissent. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas vu Gravity ou Interstellar. Même si je suis une fan d'Alien, on n'en reparlera pas, enfin bref, voilà. C'est des choses qui peuvent très vite m'angoisser, c'est-à-dire que voilà, la perspective de suivre deux personnages dans un vide complet, je veux dire le vide de l'espace, au début j'ai mis un petit peu de temps avant d'y aller. Et puis en fait, c'est plus effectivement les chapitres qui concernent ce qui se passe sur Terre, moi, qui m'a vraiment le plus intéressée. La fin est très intéressante aussi. Je trouve que Katikan a proposé quelque chose qui vaut le coup, qui se voit pas souvent. C'est assez original. Bref, très bon roman que je suis contente d'avoir lu, même si c'est pas non plus le coup de cœur international. Voilà, j'ai apprécié ma lecture. J'ai apprécié y retourner, sachant qu'en plus je m'attendais pas du tout à ça. Parce qu'à la base, en fait, je m'attendais à vraiment avoir le roman fait quoi, 350 pages à peu près? Ouais, c'est ça, 353 pages. Je pensais qu'on était les 353 pages dans les 90 minutes. Et en fait, pas du tout, puisqu'on est sur des chapitres alternés. Donc c'était assez intéressant. Il aurait aussi été intéressant d'avoir les 90 minutes sans aucun contexte. Mais l'auteur a décidé de faire autrement, donc c'était une bonne surprise. Le deuxième roman que j'ai lu pour ce mois de l'imaginaire, c'est Le livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness, donc je sens que je vais galérer à vous faire un résumé. Donc c'est un tome 1, alors à la base une trilogie, mais j'ai vu qu'il y avait un quatrième tome qui était sorti, je sais pas si c'est un spin-off ou qui est complètement la suite de la trilogie initiale. En tout cas, dans ce premier tome, on découvre donc Diana Bishop, qui est la dernière héritière de la famille Bishop, qui est une très grande famille de sorcières, très réputée, et de sorciers aussi d'ailleurs. Diana, elle décide de mettre ça de côté, voilà, le fait d'être une sorcière, tous ses dons et tout, et elle préfère, elle, privilégier sa carrière professionnelle. Elle est universitaire, voilà, et elle décide que son travail d'universitaire serait biaisée si elle utilisait ses pouvoirs pour s'aider en gros dans ses recherches. Donc dans cet univers, genre de créatures, les humains, les sorcières, les vampires et les démons. On suit Diana et on suit Matthew de Clermont, Matthew de Clermont je crois, qui est lui un vampire et qui va rentrer en scène le jour où Diana, lors de ses recherches universitaires, a le malheur de pouvoir accéder à... Alors attendez, parce que j'arrive jamais à le dire. L'Ashmole 782, qui est donc un manuscrit alchimique qui va foutre une merde monstrueuse dans la vie de Diana. Et je peux pas en dire franchement beaucoup plus. Tout ce que je peux dire, c'est que Diana et Matthew vont clairement se rapprocher à cause de ce manuscrit. Et va s'en suivre moult péripéties sur, sur le passé de Matthew, sur le passé de Diana, sur le passé des familles. Et c'est ce que j'ai trouvé complètement intéressant dans ce roman. C'est une lecture un peu en demi-teinte, entre guillemets, parce que je l'ai dévoré, honnêtement, hein, je l'ai pas lâché. J'ai eu un énorme coup de cœur pour la plume de Deborah Harkness, que j'ai trouvé vraiment intéressante et passionnante. On sent que c'est une historienne, qu'elle a fait énormément de recherches, que ce soit historiquement et scientifiquement, parce qu'il y a un côté scientifique que j'ai trouvé franchement intéressant et que moi j'avais encore jamais vu dans un roman fantastique. Il y a une vraie recherche, historiquement aussi, et en plus dans la suite que j'ai hâte de lire, du coup même si je vais laisser un petit temps, je sais que le côté historique va prendre encore plus d'ampleur. Donc pour ça, la plume de Deborah Harkness m'a vraiment emballée. En revanche, le petit bémol que j'ai eu du mal avec la romance.
Encore une fois d'ailleurs, et décidément, je n'ai pas un cœur de pierre, hein, je vous rassure. En revanche, là, j'ai eu un peu de mal parce qu'il y a quand même quelques clichés qui persistent sur les vampires. Elle essaye de les dégommer quand même, mais ça persiste un peu. Et ça m'a un peu, ouais, un peu gênée. Les réactions de Diana vis-à-vis de Matthew et inversement, les réactions de Matthew vis-à-vis de Diana. Voilà, ça m'a laissé un peu dubitative. Bien que Diana soit une femme forte, on sent que Deborah Harkness a voulu faire un personnage féminin fort. Elle a réussi, seulement du coup je trouvais que c'était quelque peu en contradiction avec les réactions qu'elle pouvait avoir face à Matthew, quoi. Et, et puis les réactions de Matthew, pareil, quoi. Enfin, détends-toi, mec, quoi. C'est le seul petit bémol, parce qu'au-delà de ça, vraiment l'univers est vraiment intéressant, le coup des 4 créatures, les secrets qui en découlent du coup de ces créatures dans un monde comme le nôtre. Et j'ai aussi beaucoup aimé les personnages secondaires. On est sur un point de vue alterné entre Diana et Matthew, mais du coup ça laisse quand même pas mal de place aux personnages secondaires qui sont aussi assez fouillés et assez intéressants, et j'ai hâte d'en savoir plus dans les prochains tomes, en espérant qu'ils soient pas gommés dans la suite. Quand on lit la 4e de couve, on s'attend pas du tout à l'ambiance qu'on peut y trouver, et moi c'est justement l'ambiance qui m'a vraiment qui m'a prise en fait, et c'est ça qui a fait que je pense que je n'ai pas réussi à reposer le roman facilement. Elle nous embarque très facilement visuellement dans les ambiances. Les différents endroits où elle nous emmène sont, je trouve, bien marqués au niveau de l'ambiance. Donc voilà, j'ai plutôt hâte de découvrir la suite. C'était une très bonne lecture et une bonne surprise. Et donc pour finir, ma 3e lecture, qui n'est autre que un tome 3, donc Shade of Light de V.E. Schwab aux éditions Lumen, qui est donc le tome 3 de la série. Je le présente parce que je le trouve sublime, Shade of Magic. Du coup, pour le pitch du tome 1, parce que je vais pas vous résumer le tome 3, ça serait un peu stupide, on est sur un univers où on a 4 mondes parallèles, et le point commun de ces 4 mondes, c'est Londres. Donc on a 4 Londres différents, un gris, un rouge, un blanc et un noir. Et donc on va suivre Kel, qui est donc un magicien de sang, qui lui a la possibilité de voyager entre ces mondes. Il faut savoir que chaque Londres ont un rapport très différent à la magie. Le Londres gris, la magie a disparu. Le Londres rouge, la magie est abondante et coule à flot. Le Londres blanc, la magie est très rare et du coup elle existe, mais elle est cause des luttes de pouvoir pour justement détenir la magie. Et dans le Londres noir, c'est le néant puisque la magie a tout détruit. Et on a Kel qui lui est capable de voyager entre les mondes, et qui va, en tout cas dans ce premier tome, enfreindre un peu les règles, puisque normalement la règle c'est de ne ramener aucun artefact d'un monde à l'autre. Lui il va pas suivre ça, et on va aussi découvrir le personnage de Lila, qui elle est du Londres gris. La petite info, j'avais eu un énorme coup de cœur pour le tome 1, que j'avais, enfin voilà, l'univers, la présentation des personnages. On est principalement sur Kel et Lila, et j'ai adoré leur relation. C'était vraiment un tome parfait, j'ai eu un énorme coup de cœur. Pour Shade of Shadows, donc qui est le tome 2, je n'avais pas eu de coup de cœur, mais je l'ai dévoré. La raison du non coup de cœur, je peux pas l'expliquer sinon je spoil, donc c'est un peu bête. Je l'avais trouvé moins palpitant, même si l'histoire est très intéressante. Je l'avais trouvé moins palpitant parce que les personnages sont éloignés les uns des autres. Et ça m'avait un chouïa moins captivé du coup. Et donc, au vu de ça, j'ai attaqué du coup... j'ai lu le tome 2 en septembre. Donc en octobre, je me dis, voilà, je vais finir la série. Pour une fois, je ne vais pas attendre des années avant de lire la suite. Et surtout que là, c'était un dernier tome, donc voilà. Et le tome 2 se finit sur un cliffhanger assez, pas choquant, mais en tout cas assez... un cliffhanger, quoi, voilà. Et du coup, j'avais très hâte de connaître la suite. Et j'avoue que j'ai eu beaucoup de peine avec ce tome. C'est pas une déception, mais presque. C'est-à-dire que on a un nombre de points de vue. Autant dans le précédent, ça m'a pas gêné, autant l'alternance des points de vue. Je comprends que
que V.E. Schwab ait voulu donner du rythme à son dernier tome, mais là c'est plus du rythme, quoi. C'est-à-dire que ça n'a pas de sens en fait. J'ai trouvé que ça n'avait aucun sens de faire des mini-chapitres là, on a des chapitres et après on a des bouts de chapitres, enfin bref, découpés. Les chapitres sont découpés, bref. Et à chaque découpe, on a un nouveau personnage. Sauf que des fois, ça fait 2 pages. Et moi, au bout d'un moment, ça me fatigue et ça m'empêche de rentrer en fait dans l'histoire. Donc j'ai eu beaucoup de peine à rentrer dedans. Et pourtant, dans les 2 premiers tomes, j'avais réussi à m'attacher au personnage. J'avais certains même personnages coup de cœur et tout. Et là, je sais pas ce qui s'est passé, tout le monde devient insupportable. Et j'ai trouvé que tout le monde devenait complètement... Mais ça n'a pas de sens. Plus rien n'avait de sens. J'étais là, j'étais perdue, je ne retrouvais pas. J'avais l'impression d'avoir commencé un autre roman, enfin une autre série. Et voilà, les personnages du coup perdent leur attachement parce qu'ils deviennent tous agaçants. J'ai presque eu, certains moments, je lisais, j'avais un manque d'intérêt total pour ce qui pouvait leur arriver. Alors qu'effectivement, c'est un tome qui est beaucoup plus sombre que les premiers et où la tension est normalement. Et c'est là où, c'est là où ma déception entre en jeu, c'est que moi j'ai pas ressenti cette tension, j'étais juste complètement spectatrice du truc en me disant mais au bout d'un moment c'est quand que ça commence. Et en fait on était en plein dans l'action. Donc voilà, j'ai eu un peu de peine avec ça. Après, les points forts sont toujours les mêmes, c'est-à-dire que les personnages sont très contrastés et c'est ce qui fait aussi la force de la réflexion qu'amène V.E. Schwab dans ses romans. C'est-à-dire que rien n'est ni blanc ni noir, voilà, les personnages sont contrastés et ça c'est intéressant. J'ai eu un énorme coup de cœur pour le personnage de Alucard Emery, mais c'est tout. Voilà, dans ce tome-là c'est tout. J'ai apprécié revoir des scènes de Kel et Lila, mais même eux étaient chiants, quoi. Donc je sais pas, je pense qu'il faut que je laisse le... Parce que je l'ai fini là récemment, je l'ai fini hier soir, donc ça reste encore très vif dans mon esprit, mais je pense qu'il faut que je laisse décanter. Après, je suis pas déçue de la chute de l'histoire et de comment ça se termine et de la morale de tout ça. Enfin voilà, l'histoire se tient, il y a une logique avec le tome 1 et le tome 2, ça, il n'y a aucun problème. Mais j'ai eu de la peine, quoi. J'avais du mal à y retourner, alors que... Enfin voilà, au début je me disais, 760, de toute façon, c'est V.E. Schwab, ça va passer vite. Et en fait, j'ai trouvé le temps un peu long à certains moments. Alors qu'effectivement, on a des chapitres très courts qui devraient rythmer la chose, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas, vous, à me dire si vous avez lu cette saga, ce que vous avez pensé de ce tome 3, parce que pour moi, ça a été compliqué. Donc voilà, c'en est tout pour mon bilan du mois de l'imaginaire. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces 3 romans, ce que vous en avez pensé. Le but c'est aussi qu'on discute, si vous en avez envie, qu'on fasse connaissance, puisque finalement voilà, je suis toute nouvelle donc on se connaît pas. Si vous en avez envie aussi, vous pouvez me retrouver sur Instagram au même nom, Litteratoon. De toute façon, je mets toutes les infos dans la barre d'infos. Moi maintenant je vais aller monter, j'espère que je ne peux pas trop galérer. Sur ce, moi je vous souhaite de très bonnes lectures et puis prenez soin de vous. Ciao!